J'ai commencé par des études d'histoire médiévale, que j'ai complétées par des études d'archéologie également médiévale. Et je dois dire que c'est ce passage par l'histoire du Moyen-Âge qui m'a fait m'intéresser au monde rural. Pendant près de 20 ans, j'ai été conservateur à l'ancien musée des arts et traditions populaires, qui a longtemps été dirigé par Jean Cuisenier. Jean Cuisenier, quand j'ai été nommé conservateur, m'a confié le département des techniques de la vie rurale. À cette époque-là, il est vrai, les choses étaient assez différentes de l'époque présente, dans la mesure où, jusqu'au début des années 1980, voire un peu après, les agriculteurs n'avaient pas complètement rompu avec les traditions d'habiter, les traditions d'exploiter anciennes, de fait. Et c'est ce rapprochement, justement, entre les urbains et cette fin du monde rural en termes d'habitat, en termes de relations avec les locaux fonctionnels, en termes de relations avec les animaux, qui a été intéressant. Maintenant, c'est tout à fait différent dans la mesure où, 30 ans après, l'agriculture traditionnelle a disparu. Bon, on sait ce qu'il en est de la disparition des exploitations rurales, de leur division par 2 tous les 5 ans, approximativement. Donc les choses ont changé. L'approche, elle est plus abstraite, elle est plus poétique, elle est plus identitaire. On n'est plus vraiment dans un réel tel qu'il pouvait se présenter encore dans les années 1960. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y ait pas quelque chose d'intéressant à voir derrière, d'autant effectivement que, en particulier avec cette vogue extraordinaire des résidences secondaires, on a un intérêt intéressant de la part des résidents secondaires pour ce bâti traditionnel. La désagrégation ou la désintégration de l'espace rural est freinée tout de même par ce qu'on peut appeler les territoires du patrimoine, que ce soit les parcs naturels régionaux, les parcs naturels nationaux, les différentes zones qui existent depuis au moins la loi Malraux en France, voire plus anciennement. Voilà des initiatives qui permettent d'augmenter la conscience des espaces ruraux du côté des utilisateurs et du côté des décideurs. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de quoi être pessimiste là-dessus. Bon, écoutez, là, je vais faire une réponse un petit peu langue de bois. La charte de Venise, ma foi, qui était destinée à l'architecture savante, elle s'est un petit peu banalisée. C'est-à-dire qu'on peut tenir compte effectivement des ajouts, des transformations qui ont été faites au fil des siècles sur les maisons paysannes. Le bâti paysan, de ce point de vue-là, n'est pas logé à une enseigne différente que le bâti savant. Les ajouts peuvent être tout à fait récents. On a les artisans ruraux qui ont travaillé de façon traditionnelle jusqu'aux années 50, 60, j'en ai rencontré, effectivement. Donc c'est un savoir-faire qui a disparu assez récemment et je crois qu'il faut être tout de même optimiste sur les jeunes qui s'intéressent aussi à ces métiers anciens. Ils sont formés, que ce soit par le compagnonnage ou par autre chose, et il n'y a pas à être pessimiste, je crois, sur la façon dont on pourra transformer les maisons paysannes au fil des années. Là encore, on a des conseils entre les architectes des bâtiments de France qui sont spécialisés, les CAUE. Je crois que les structures sont là. Elles sont plus ou moins actives, certes, en fonction des départements, mais ce sont des structures qui existent et je crois qu'elles véhiculent en effet cette transmission des savoirs. Et ça, c'est tout à fait intéressant, d'autant que, d'après ce que je sais, pour avoir été membre d'une commission départementale des sites pendant des années, le public est incontestablement demandeur maintenant. Il souhaite avoir des conseils. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. On ne lui impose plus forcément les choses. Dans la plupart des cas, c'est l'inverse, il est demandeur. Et là, on a tout de même, encore une fois, une note d'optimisme tout à fait intéressante à ajouter à tout cela. Oui.